Et salut à tous, c'est Babad et on se retrouve pour ce 13e tuto. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, dans le 12e tuto, on a vu un petit peu comment faire le comportement du squelette. Donc on a fait l'état chase et on a fait l'état attack, donc qui permettent à l'ennemi de nous poursuivre et de nous attaquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'état wander. Et pourquoi je l'ai gardé pour la fin? C'est parce que ça nous demande de... Et si j'ai gardé celui-là pour la fin, c'est parce que ça nécessitait qu'on voit ensemble un point technique supplémentaire qui est le fait de faire des state machines dans des state machines imbriquées. En fait, on va faire des arbres de state machine et c'est pour ça que ça s'appelle un behavior tree. Ça s'appelle un arbre et pas juste une state machine en fait. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va faire l'état wander qui va nous permettre de se déplacer une fois de temps en temps à gauche, une fois de temps en temps à droite. En gros, le personnage va juste prendre une destination aléatoire, il va y aller, et une fois qu'il y sera, il va attendre X secondes. Et une fois qu'il aura attendu ce temps-là, il va reprendre une destination aléatoire, etc. Donc en fait, il va se balader un peu aléatoirement dans la map. Et pour pouvoir faire ce truc-là, et ben en fait, on va utiliser un état Wander qui va lui-même être une state machine. Il va avoir deux états. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc on revient où on en était. On va directement aller dans la scène Skeleton. Et alors cette scène Skeleton, vous voyez, on a le Behavior Tree qui est là. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a trois états actuellement. On a Wander, on a Chase et on a Attack. Bon, Chase et Attack, on les a déjà codés. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de coder Wander. Et en fait, l'idée que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est de faire des state machines qui sont imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir juste une state machine qui a un certain nombre de nœuds, qui sont chacun ses états, on va avoir ça, mais en plus, un état potentiellement va pouvoir lui-même être une state machine qui aura des états. C'est-à-dire que par exemple, Wander, je vais lui mettre deux nœuds enfants. C'est-à-dire que Wander, je vais lui mettre deux états enfants, donc je vais chercher state. Donc voilà, je mets deux états enfants, state et state 2. Je vais les renommer. Je vais renommer goto et wait. Et ces deux états représentent l'ensemble des états dans lesquels peut être le squelette quand il est en train de wander, c'est-à-dire au moment où il est en train de se balader. Parce que quand il est en train de se balader, en fait, il a deux comportements possibles. Soit il attend et il fait rien pendant tant de secondes, soit il cherche une nouvelle destination et il y va. Et dès qu'il est arrivé, de nouveau, il réattend et il refait rien pendant X secondes. Par contre, pour faire ce genre d'architecture, il va falloir évidemment qu'on retouche un tout petit peu à notre state machine. Parce qu'actuellement, notre état Wander, si on va dedans, vous voyez, c'est un état, mais il n'a pas les caractéristiques d'une state machine. Il ne peut pas être une state machine lui-même. Et comment on va faire pour que Wander, ça soit à la fois un état et à la fois une state machine? Et bien en fait, on va modifier la state machine, et plutôt que de la faire hériter de Node 2D, on va la faire hériter de state. Et alors pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle state machine peut aussi être considérée comme un état. Vous vous souvenez, l'état, il fait rien par lui-même. L'état, par défaut, il a juste des fonctions vides. Donc ça change rien, le fait d'avoir fait ça, ça ne change rien, ça lui donne juste des fonctions en plus. Et donc maintenant, une state machine va pouvoir aussi être un état lui-même. Ce qui veut dire que mon état Wander, plutôt que de le faire hériter de state, je vais pouvoir le faire hériter de state machine. Donc vu qu'il hérite de state machine et que state machine hérite lui-même de état, jusque là ça change rien. C'est-à-dire que maintenant mon Wander state, il a toujours son enter state, il a toujours son exit state, il a toujours son update, mais par contre maintenant c'est aussi une state machine, c'est-à-dire qu'il lui-même il va pouvoir avoir des états, il va pouvoir avoir un état en cours, il va pouvoir avoir un previous state, etc. etc. Il a le fonctionnement que vous connaissez bien maintenant des state machines. Donc ça veut dire que mon état Wander, quand je serai dedans, et ben, je vais pouvoir avoir un sous-état, c'est-à-dire que je vais pouvoir, quand je suis dans l'état Wander, soit être en train d'attendre, soit être en train d'aller au prochain point. Bon, maintenant il y a quand même une petite modification qu'il va falloir faire dans state machine, parce que en fait il faut qu'on prenne en compte le fait que quand on rentre dans notre état Wander, et ben notre état Wander on veut qu'il soit dans un de ces deux états par défaut, c'est-à-dire soit dans wait, soit dans go to. Alors il faut qu'on réfléchisse un petit peu, est-ce qu'on veut commencer par attendre ou est-ce qu'on veut commencer par aller quelque part? Au moment où on rentre dans Wander, personnellement je pense qu'on va plutôt mettre wait en premier. Parce qu'en gros, l'idée, ça va être, on va rentrer dans Wander, et quand on rentre dans Wander, on se remet dans Wait instantanément, et donc quand on est dans Wait, on attend X secondes. Ça veut dire que par exemple, si votre personnage était en train de vous pourchasser, et que vous sortez de sa zone qui vous permet de vous aggro, je veux pas qu'il se remette à aller quelque part instantanément, quoi. Je veux qu'il attende X temps, genre une seconde à peu près, et puis que là, il choisisse une destination où aller. Donc on va plutôt mettre wait en premier, parce que ça me paraît être un comportement un peu plus naturel pour l'ennemi de commencer par attendre avant de faire quelque chose. Donc il y a une petite modification qu'il faut qu'on fasse à la state machine, c'est que du coup, notre state machine, si c'est un état, faut qu'on se demande qu'est-ce qu'elle doit faire quand on rentre dedans. Je vais mettre une catégorie virtuelle. Donc virtuelle, c'est les fonctions virtuelles. Les fonctions virtuelles, c'est les fonctions qu'on a écrites par exemple dans state. Des fonctions qu'on déclare dans une classe parent, mais qui ne font rien. Ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions virtuelles. C'est des fonctions qui sont faites pour être override. Des fonctions qui sont faites pour que, dans les enfants, on les réécrive.
on leur redonne une logique qui est différente. En fait, elles n'ont pas de logique par elles-mêmes, mais elles sont faites pour qu'on puisse leur en donner dans les enfants. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des fonctions virtuelles. Donc je me fais une catégorie virtuelle dans laquelle je vais mettre UnterState. Et donc l'idée en fait, c'est que quand on rentre dans notre state wonder, comme c'est lui-même une state machine, il faut qu'on se demande quel comportement il doit adopter. On vient de rentrer dans Wonder, est-ce qu'il doit se remettre à l'état par défaut, c'est-à-dire à wait, ou est-ce qu'il doit rester dans l'état dans lequel il était avant qu'on en sorte? Donc là, ce que je vais faire, on va faire un comportement tout simple, c'est de dire, quand on rentre dans l'état Wonder, on se remet pas à son état par défaut, c'est-à-dire on se remet à son état 0, c'est ce qu'on fait là en fait. Et je pense que je vais me faire une fonction que je vais mettre là, que je vais mettre dans logique. Je vais me faire une catégorie logique, paf, paf, paf. Et donc on va déclarer une fonction qu'on va appeler set to default state. Pour l'instant, cette fonction, elle va juste nous remettre à l'état 0. Pour l'instant, cette fonction, elle va juste nous faire ça. Donc là, on va appeler set to default state. Donc l'idée, c'est qu'on va appeler cette fonction à chaque fois qu'on veut se remettre sur l'état par défaut. Donc là, quand je rentre dans cette, dans cette state machine, si cette state machine est un état, je veux qu'elle nous remette à l'état par défaut. Donc là, ça paraît un peu abstrait, je vous explique un petit peu concrètement. Donc on est dans l'état chase par exemple. Notre squelette, il est en train de nous poursuivre. Et on sort de sa zone d'effet. Donc ça veut dire qu'il va se remettre dans l'état wonder. Donc il arrive dans l'état wonder, mais l'état wonder, c'est une state machine lui-même. Donc il a un hunter state, donc ça veut dire qu'on va déclencher le hunter state de l'état wonder. Ce hunter state, il nous remet à l'état par défaut, parce que wonder, comme je viens de vous dire, c'est une state machine lui-même, donc il a un sous-état, et donc on veut le remettre au sous-état par défaut. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand on va revenir dans wonder, ça va remettre l'état de wonder à wait. Ok, un autre truc important, c'est que vous voyez dans le physics process, on déclenche l'update de l'état en cours. Donc ça, c'était dans une state machine. Si vous avez une state machine normale, ça pose aucun souci. C'est-à-dire que à tous les tics de physique du jeu, vous allez dire à votre état en cours, update-toi. Ça, tout va bien. Le truc, c'est que dans le cas d'une state machine imbriquée, il se peut que Wonder, ça soit pas l'état en cours. Donc là, par exemple, si on est dans l'état de chase, là, le physics process, il continue à se déclencher, vous voyez. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce update, il soit appelé seulement si on est l'état en cours. C'est-à-dire qu'on veut appeler cette ligne de code seulement si on est dans l'état wonder. On ne veut pas l'appeler quand on est dans l'état de chase, par exemple. Donc pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans state et je vais me déclarer une fonction qui va s'appeler func isCurrentState. Il va me renvoyer un booléen. En gros, cette fonction, elle va juste me retourner est-ce que je suis l'état en cours ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter aussi un onReadyVar stateMachine égale getParent. Alors pourquoi je fais ça? Pour l'instant, on va juste lui faire return true. Comme ça, il m'embêtera pas avec les rats. Mais on va venir écrire de la logique là-dedans, vous inquiétez pas. Je vous explique juste le state machine. Là. Donc pourquoi je fais state machine égale getParent? En fait, on est dans un état. Donc un état, c'est fait pour être l'enfant d'une state machine. Donc il y aura toujours une state machine en parent. Donc un état, c'est toujours enfant d'une state machine. Il faut toujours que ça soit enfant d'une state machine, sinon ça ne marche pas. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de dire, non, vu que mon état, de toute manière, il est enfant d'une state machine, c'est-à-dire que dans l'arbre, il est directement un enfant d'une state machine. Par exemple, là, wait, mon état wait, son parent c'est wonder, et wonder c'est une state machine. Donc en fait, dans mon état, je vais pouvoir aller récupérer le parent et dire ça c'est la state machine qui lui correspond. Et je fais ça parce que ce que je veux faire, c'est retourner est-ce que oui ou non, par rapport à ma state machine, je suis l'état en cours. Donc dans un état, je vais avoir une fonction qui me permet de savoir est-ce que je suis l'état en cours de ma state machine parent. Donc on va lui demander stateMachine.getState. Donc on récupère l'état en cours de la state machine et on lui demande est-ce que c'est moi. Donc ça me dit juste, du point de vue d'un état, est-ce que je suis l'état en cours ou pas. Donc mettons que là on fait le truc simple, je suis dans l'état de chase, je vais lui demander isCurrentState at chase. Si je suis dans cet état, il va me renvoyer vrai. Si par contre je suis dans l'état attaque et que je demande à l'état de chase isCurrentState, donc est-ce que tu es l'état en cours, il va me répondre non, il va me répondre faux. Donc c'est juste une fonction qui nous permet de savoir est-ce qu'on est l'état en cours ou pas. Et vous allez voir qu'on va s'en servir, ça va être utile. Bon, donc revenons-en à nos moutons. Notre but, c'était de faire l'état wait et l'état goTo de Wonder. En fait, la problématique à laquelle on faisait face, c'est comment on fait quand on est dans l'état goTo, par exemple, on est dans l'état goTo de Wonder, donc on est en train de se diriger quelque part. Comment on fait si le squelette, il change d'un coup, il est plus à Wonder, il se met à chase. Par exemple, on est en train d'aller quelque part, pour Wonder, mais il y a le joueur qui rentre dans sa zone de détection et du coup, le squelette se met à chase tout de suite. Vous voyez que ça pose problème en fait, parce que notre état Wonder, il va continuer d'appeler l'update de goTo, parce que l'update, il se fait dans le physics process. Donc il se fait qu'on soit l'état en cours ou pas en fait. Que Wonder soit l'état en cours ou pas, il va appeler l'update de goTo. Ce qui fait que si on change de Wonder à Chase,
En fait, goto est encore le current state de Wonder. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dise, quand on sort d'un état qui est une state machine, donc par exemple ici Wonder est à la fois un état et une state machine, et bien à ce moment-là il faut qu'on remette son état à nul. Donc il faut que je dise func exit state, ça renvoie void, et là ce que je vais faire c'est set state nul. Donc là ce que je suis en train de dire c'est si je sors de Wonder, je n'ai plus d'état. Wonder, on n'a plus besoin d'avoir un état en cours, parce que de toute manière on n'est même pas dans l'état Wonder. C'est-à-dire que Wonder n'a plus besoin d'être wait ou goto. De toute manière, il n'est pas l'état en cours. Et il faut absolument le faire parce que sinon ça va nous poser des problèmes où on va avoir deux états simultanément. Et ça, c'est pas possible. C'est le principe même de la state machine, c'est qu'on n'a qu'un seul état en cours. Donc voilà, quand je vais sortir de mon état X ou Y, je vais remettre mon état à nul. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'actuellement dans cette state, donc là vous voyez on appelle cette state avec la valeur nulle. Mais dans le set state, on ne prend pas en compte le cas de figure où la valeur qu'on lui passe est nulle. Parce que vous voyez, si je lui passe nul, mettons. Bon, ça va pas être vrai, donc ça va pas faire ça. Set state va pas être égal à current state parce qu'on va être égal à nul, donc il va continuer, il va arriver là. Il va voir si l'état qu'on avait avant est pas nul, et à ce moment-là, il va appeler son exit state, ça d'accord, et pas de souci. Tout ça, ça va marcher. Mais après, il va chercher à appeler current state.enterState. Or, le state qu'on lui donne, c'est nul. Donc là, il va essayer d'appeler la fonction enterState dans nul. Donc ça, on peut pas. Donc il faut aussi que je fasse if current state est différent de nul. C'est-à-dire que je peux remettre l'état en cours à nul. C'est-à-dire que je peux lui redire, bon bah, tu n'as plus d'état. Et ça, c'est important. Voilà, donc ce qu'on vient de faire, c'est une sécurité. En fait, c'est juste que quand on va sortir de l'état Wonder, peu importe l'état dans lequel il était, Wonder, si on arrive à Chase, bah Wonder n'a plus d'état, parce qu'on n'est plus dedans. Bon, avec ça, on devrait être pas mal, donc on va pouvoir coder notre état wait et notre état goto. Donc mettons que on va coder wait en premier, parce que c'est facile, wait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un script qui hérite de state. Donc, on va faire attacher un script. On va faire... alors, on va aller dans enemy. On va se mettre là. Behavior state. Et là, on va faire waitState.gd. Ok. Hop. Donc, ça hérite de state. Je crée mon script. Ok, donc là je suis dans wait state. Donc quel est le but de wait state? Eh ben, c'est super simple, c'est juste de dire je veux attendre tant de temps. Et une fois que j'ai fini d'attendre tant de temps, tu vas dans l'état goto. Voilà. Pour attendre du temps, dans Godot, ce qu'on utilise, c'est des nœuds qui s'appellent les timers. Donc vous avez déjà vu, hein. Bon, dans Godot, quand on veut attendre X temps, ce qu'on utilise, c'est un nœud timer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un timer dans wait. Ce timer, on va le mettre en one shot. Attention à ça, n'oubliez pas. Et on va pas le mettre en auto start. On va lui laisser sa valeur par défaut à 1 seconde. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux variables ici. Une qui va définir le temps minimum qu'on va attendre. Donc genre min wait time. Qui va être un float. Et qui va être égal à, je sais pas, 0,8 par exemple. On va en faire une autre qui va être max wait time. Qu'on va rendre égal à 1,2 par exemple. Ok, voilà, et maintenant notre valeur, on veut qu'elle soit comprise entre ces deux valeurs-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans l'état wait, on va attendre entre 0,8 secondes et 1 seconde 2. On va prendre une valeur aléatoire entre ces deux-là, et on va attendre ce temps-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déclarer un enterState. Et là, tout simplement, je vais vouloir déterminer un temps aléatoire. Donc on va faire var waitTime, qui va être égal à randRange. Alors randRange, c'est juste pour trouver une valeur aléatoire entre deux floats. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va trouver une valeur aléatoire entre min wait time et une valeur aléatoire entre max wait time. Donc là on prend juste une valeur aléatoire entre 0,8 et 1,2. Ça va nous déterminer combien de temps on va attendre. Et voilà. Et après on va juste faire $timer.start. Et là, start, alors si vous lui donnez rien, il se déclenche avec le temps par défaut qu'il a. Donc là, si votre temps par défaut de votre timer c'est 1, il va juste se déclencher à 1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le déclencher à wait time. C'est lui dire, tu vas attendre tant de secondes, mais la valeur aléatoire qu'on a tirée. Donc voilà, ça c'est tout simple, on attend X secondes. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est quand le timer est terminé, ben, je veux dire, tu vas dans l'état goto. Par contre, il y a un problème, c'est que si je fais ça, si je dis, je connecte mon timer, par exemple, à mon état wait, et que quand le timer se termine, je lui dis set state goto, par exemple, mais dans l'état wait, le problème, c'est que mon état wait, il ne fonctionne que dans le contexte où on a un autre état qui s'appelle goto. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une dépendance avec un autre état. Ça veut dire que mon wait, il est plus réutilisable. Je ne peux plus utiliser le même script dans un autre contexte. Alors que si on ne le fait pas comme ça, si on le fait de manière plus générique, et vous allez voir,
on pourrait réutiliser ce même état qui me dit attends tant de temps dans tous les contextes qu'on veut en fait. Et dire juste, bah t'attends tant de temps, et une fois que t'as fini, tu fais quelque chose. Et donc c'est ça qu'on va faire. On va faire une manière un peu plus maligne de le déclarer. On va se déclarer un signal qui va s'appeler waitTimeFinished, parce que nous on veut rendre le code le plus réutilisable possible. On veut pouvoir réutiliser les états, mais aussi de manière générale notre code, dans d'autres contextes, pour pas avoir à recoder plusieurs fois la même chose en fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter le signal de mon timer. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement $timer.connect timeout. Donc on connecte le signal timeout, c'est-à-dire le signal qui me dit que le timer est terminé, à cet état-là. Là. On va faire on timer timeout. Donc quand le timer se termine. Ah oui, alors je vais juste mettre ce que me renvoie connect dans une variable qui est vide, parce que vous vous souvenez, connect, il nous renvoie un message d'erreur pour nous dire est-ce qu'il a réussi à connecter ou pas. Mais là, dans le contexte, on s'en fout. Et donc, quand le timer se termine, et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est émettre ce signal-là. On veut dire que le wait time est fini. Donc, je vais faire juste emit signal. Hop, wait time finished. Et du coup, c'est pas mon état wait qui va dire je vais dans l'état goto, parce que dans ce cas-là, je pourrais plus réutiliser mon état wait dans d'autres contextes. Mais c'est Wonder, en fait. C'est Wonder qui va dire ah bah, dès que tu as fini d'attendre, tu vas te mettre dans goto. En fait, la programmation orientée objet, c'est un empilement de composants. Et si vous pouvez rendre ces composants réutilisables, c'est vraiment génial, parce que il y a un composant que vous utilisez à un endroit et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin, et vous avez exactement le même besoin à plein d'endroits de votre code, de votre jeu. Par exemple, faire un état où on attend, ça peut être vrai pour plein de choses. Un exemple typique. Je suis en train de coder une caméra et je lui mets une state machine parce que je veux pouvoir lui coder des comportements quand on fait une cutscene par exemple. On est en train de faire une scène dans notre jeu où juste la caméra se déplace, puis après elle s'arrête à un endroit, et elle s'arrête 30 secondes pour qu'on puisse voir la scène à un endroit précis, et puis après qu'elle ait fini de s'arrêter 30 secondes, elle va faire autre chose. Mais ça, je vais pouvoir le faire avec une state machine en réutilisant exactement le même état wait. Vous voyez, cet état wait, il n'est pas spécifique au Wonder State, c'est juste t'attends 30 secondes et quand t'as fini, tu dis que t'as fini. C'est juste un petit point comme ça que je vous dis, mais c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment le mindset qu'il faut avoir dans la programmation orientée objet. C'est la façon de penser qui est bonne, c'est-à-dire essayer de penser vos objets comme des petits éléments de construction que vous allez pouvoir réutiliser en fait à différents endroits de votre code. Bon bref, assez de déblatérer. Donc voilà, on a notre état wait. Alors il y a juste un truc que je vais rajouter, c'est le petit mot-clé export. Alors je sais pas si on a déjà vu le mot-clé export dans les vidéos précédentes, je me rappelle pas. Mais je vais réexpliquer vite fait ce que c'est. Donc en gros, quand vous rajoutez le mot-clé export, après vous allez voir apparaître dans l'éditeur ici les valeurs que vous avez données. Par exemple là j'ai donné comme valeur 0,8 et là 1,2. Et je vais pouvoir les changer, c'est-à-dire que cette instance de l'état wait, je vais pouvoir lui dire bah non, finalement j'ai pas envie que ça soit 0,8 et 1. J'ai envie que tu attendes entre 2 secondes et 3 secondes, mettons. Et ça devient les nouvelles valeurs de ces variables-là. Ça change pas les valeurs dans le script, mais par contre, ça change les valeurs pour cette instance-là. Donc ça veut dire qu'en fait, si là, je déclenche mon état wait, il va attendre entre 2 et 3 secondes, et non pas entre 0,8 et 1,2 secondes. En fait, les valeurs que vous donnez là, à partir du moment où vous avez le mot-clé export, ça devient les valeurs par défaut. C'est-à-dire que si vous créez une nouvelle instance de wait, il va avoir ces valeurs-là, 0,8 et 1,2. Mais par contre, vous allez pouvoir changer ces valeurs dans l'éditeur. En fait, export vous permet de changer les valeurs dans l'éditeur. Et c'est méga pratique parce que du coup, ça vous rend votre code super réutilisable. Parce que je peux faire un même état wait avec différents temps d'attente possibles. Je peux même me faire un état où il y a un seul temps d'attente possible, c'est 3 secondes. Si je mets 3 en minimum et 3 en maximum, tu vois, par exemple. Bref, on va laisser les valeurs par défaut ici. Mais voilà, c'est pratique pour rendre le code très réutilisable, le petit export. Ok, super. Donc maintenant, on va retourner dans notre Wonder State. Et là, ce qu'on va vouloir faire dans le Wonder State, c'est du coup récupérer le waitTimeFinished de notre wait. Donc, je vais me faire un func ready. Et là, on va connecter wait.connect et on va lui connecter son waitTimeFinished. Donc, on veut savoir quand le waitTime est terminé, c'est-à-dire quand il a fini d'attendre en fait. On waitTimeFinished. Alors si vous vous demandez c'est quoi ma nomenclature pour les fonctions qui répondent comme ça à des signaux, en fait ce que je fais c'est, il y a le on au début qui sert à dire qu'on réagit à un signal, ensuite il y a le nom de l'entité qui émet le signal, et ensuite il y a le nom du signal. C'est pour ça qu'en fait je fais toujours on, après il y a le nom de l'entité, et après il y a le nom du signal, c'est toujours la même nomenclature en fait. Ça, je sais exactement que c'est un signal à qui on répond, je sais de qui vient ce signal, et je sais quel signal c'est, rien qu'en regardant la fonction qui répond. Donc quand le wait time de notre état wait est terminé, alors qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va se mettre dans l'état goto. Et attention aux majuscules, il faut bien mettre les majuscules. Bon, et si je réfléchis bien à ce que doit faire l'état goto, c'est tout con. En fait, notre état goto,
Notre état GoTo, c'est juste tu prends une destination aléatoire et tu y vas. Donc en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est dans l'état Wander, on va avoir une fonction qui nous sert à déterminer une destination aléatoire. Et après, on se met dans l'état GoTo. Et GoTo, il va juste dire, bah, quand je rentre dans cet état, tu vas mettre l'état de la state machine, pas l'état du behavior tree, l'état de la state machine, à move. Et c'est tout. Attachant un script à GoTo, on va faire GoTo, hérité de state, qu'on va mettre dans behavior state, GoTo state. Voilà, là on va faire func enter state. Et là-dedans, je vais juste faire owner.state machine .set state. Et là, je lui passe move. Donc quand on rentre dans l'état GoTo, ça fait qu'on se déplace. Ok. Donc maintenant, le dernier truc qui me reste à faire, en fait, c'est choisir une destination pour ce GoTo. Donc là, on va le faire dans le Wander State. Et donc, je vais faire une fonction qui me sert à générer une nouvelle destination. Donc, on va se ranger un petit peu notre chambre, là. Déjà, ça, on va faire virtual. Parce que enter state, je vous rappelle, c'est une fonction virtuelle qui est définie dans state. Ici, on va mettre signal responses. Et ici, on va se mettre une catégorie logic. Et donc, dans la logique, on va faire generate new destination. Voilà. Et ça va me renvoyer un vecteur 2 qui va définir la position où on veut aller. Là, pour l'instant, on va juste faire return vector 2.0, comme ça il m'embêtera pas. C'est juste pour que l'interpréteur m'embête pas pendant que je suis en train de coder, hein, mais on va changer ça. Ok. Bon, alors là, on a déjà fait un petit peu ça, parce que vous vous souvenez quand on a codé la pièce qui sortait de son coffre, ce qu'on a fait, c'est ça, on lui a donné un angle aléatoire, on a récupéré la direction qui correspondait à cet angle aléatoire, et à partir de cette direction, on lui donnait une vitesse, ce qui nous permettait de faire sortir la pièce à chaque fois avec un angle différent. Ben là, c'est le même principe en fait. On veut chercher une direction aléatoire, à 360 degrés, avec une distance aléatoire, et lui dire tu vas à cet endroit-là. Donc on va commencer par faire ça, on va prendre un angle aléatoire, donc on va l'appeler angle, un angle. Ça, on va lui dire... Donc on va prendre un angle entre 0 et 360 degrés, donc rand range 360. À partir de ça, on va déterminer la direction. Et vous vous souvenez, petite formule mathématique, mais pour obtenir la direction à partir d'un angle, on fait sinus de cet angle en x, cosinus de cet angle en y. Voilà, vous avez juste à le savoir par cœur, en fait, on s'en sert assez souvent. Alors attention, parce que je me suis peut-être d'ailleurs trompé dans la vidéo sur la pièce, mais il faut que l'angle soit en radian pour que ça fonctionne. Il faut qu'on convertisse notre angle qui est là est en degrés, puisqu'on a pris entre 0 et 360 en radian. Donc on va juste le convertir, on va faire dec to rad. Voilà, donc on obtient un radian. Dec to rad, ça convertit les degrés en radian. Tiens, on va aller voir dans la pièce, est-ce qu'on s'est trompé ou pas. Je vais faire Alt-Shift-O, coin, dans spawn. Ouais, on a pris un angle en degrés, donc ouais, c'est bien. Deg to rad, j'avais oublié de convertir en radian. Donc revenons-en à notre Wander State, donc on retourne dans le script de Wander. Donc on a notre direction aléatoire, maintenant il va quand même falloir déterminer une distance qu'on veut parcourir, aléatoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner deux valeurs qui vont être la distance minimum et la distance maximum, comme on a fait tout à l'heure. Donc on va faire export var, donc je mets export pour qu'on puisse changer dans l'éditeur ensuite. On va faire min distance, min Wander distance, on va l'appeler. On va lui donner 20 par exemple. Et là, je vais lui donner 50, qui va être la max Wander distance. Et là, on va juste prendre var distance, qui va être égal à rand range. Donc, on va prendre une valeur aléatoire entre ces deux valeurs, donc entre min Wander distance et entre max Wander distance. Paf. Donc là, on a notre distance et on a notre direction. Donc, on a tout ce qu'il nous faut finalement. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est juste retourner le point qui nous détermine l'endroit où on veut aller. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire owner.global position. Donc la position actuelle de notre personnage, plus le déplacement qu'on doit faire pour y aller, c'est-à-dire l'angle de notre destination fois sa distance. Donc ça va être direction fois distance. Ok, donc ça va nous donner une nouvelle destination aléatoire sur un angle de 360 degrés. Très bien. Pour l'instant, on vérifie pas si ce point qu'on lui donne est accessible ou pas, parce que là, on pourrait se retrouver avec un point qui est dans un mur, par exemple, qui est en dehors de la map, qui est
qui est sur un coffre. Ou, voilà. Pour l'instant, on se préoccupe pas de ça. Tant pis, ça sera déjà bien. Bon, alors maintenant, comment je fais avec tout ça là? Et ben en fait, ce que je veux faire, c'est donner à mon ennemi. Vous vous souvenez, mon ennemi, il a un path qui est tout en haut là. Il a un path qui lui détermine le chemin qu'il doit parcourir. Ok. On avait une fonction. Je vais tout fermer. On avait une fonction qui est là, update move path, qui nous permet de changer le chemin. Ok. Donc en fait, c'est cette fonction là que je vais vouloir appeler pour lui donner le nouveau chemin. On veut aller à tel endroit, donc je te donne le chemin pour y aller. Donc on va retourner dans notre Wonder State, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire var dest, donc destination, hein, qui va être égal, on peut même mettre destination, qui va être égal à generate new destination. Voilà. Et on va lui dire owner.update movePath, et là on lui donne la destination. On lui donne juste une nouvelle destination aléatoire dans un rayon entre 20 et 50 pixels, quoi, autour de nous. Voilà, ce qu'on a fait, c'est juste dire, une fois que le wait time est fini, tu vas trouver une nouvelle destination. Tu vas dire à ton personnage le nouveau chemin, ça va être aller vers cette destination. Et ensuite, on te met dans l'état goto, et l'état goto déclenche l'état move. Donc en fait, il va se déplacer vers ce point. Bon, il nous reste juste une toute dernière étape, c'est de dire, quand on est arrivé à ce point, il faut qu'on se remette dans l'état wait. Donc, il nous faut un moyen de savoir quand est-ce qu'on est arrivé à ce point. Pour ça, on va créer un signal dans Skeleton. Et vous voyez, dans Move Along Path, vous vous souvenez, on retire des points au fur et à mesure. Move Along Path, on se déplace le long du chemin. À chaque fois qu'on atteint un point, on le retire du chemin. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est dire, s'il n'y a plus de points dans ce chemin, ça veut dire qu'on est arrivé à destination. En fait, on est arrivé au bout du chemin. Et donc, ce que je vais faire, c'est me déclarer un signal ici. Signal, move path, finished. Qui dit le chemin de déplacement a été terminé. Donc, on va juste faire if path.empty. Ça veut dire si le chemin est vide, s'il n'y a plus d'éléments dans le chemin, parce qu'on vient de retirer le dernier élément, par exemple, ici, et à ce moment-là, on peut émettre le signal. Donc on va faire emit signal. Hop, move path finished. Ok, nickel. Donc là, on n'a plus qu'à connecter ce signal-là dans le Wonder. On retourne dans notre Wonder State. Et là, dans Ready, on va faire owner.connect move path finished self on enemy move path finished. On va déclarer le signal qui répond à ça. Donc voilà, on a notre signal qui nous sert à dire, on a fini de se déplacer vers le chemin, donc on a fini de parcourir le chemin en fait. Alors un truc auquel il va falloir faire attention, c'est que ce signal, on veut y réagir seulement si on est dans cet état, seulement si cet état est l'état en cours. Donc je vais on va utiliser la fonction qu'on a tout codé tout à l'heure, qui est isCurrentState. Si on est l'état en cours, donc en fait si on est dans l'état Wonder, à ce moment-là, effectivement, on va faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va tout simplement être set state wait. Ok, nickel. Écoutez, testons ça. Hein. On va voir ce que ça donne. On retourne dans le level, on lance le jeu. Ok, ça a l'air à peu près de marcher. Bon, là, il m'a poursuivi parce qu'il est rentré dans mon état. Là, il est dans Wonder et il se passe plus rien. Bon, ça marche pas complètement. Ça a l'air d'avoir marché la première fois, mais quand je suis revenu dans Wonder, ça n'a plus marché. Alors, comment ça se fait? Ah oui, ces deux fonctions-là retournent des valeurs, on s'en fout. Oui, donc comment ça se fait, en fait, qu'il me remet pas... En fait, c'est dû au understate qu'on a ici. Parce qu'en fait, ici, le understate qu'on a écrit dans WonderState fait qu'il nous remet dans idle. Et en plus, comme on a override le understate de state machine, il fait plus ça, il remet plus à default state. Donc en fait, il faut qu'on vire notre understate ici, parce qu'on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de remettre à idle. En fait, c'est wait et goto qui se chargent de ça. Donc tout ça, on peut virer. Ok, on relance le jeu. Donc là, ok, ça a l'air de marcher. Alors il reste dans l'état move, ça c'est un autre problème. Mais l'état wonder a l'air de marcher. Hein. Voilà, et là il me poursuit. Et s'il revient dans l'état wonder... Ah, s'il revient dans l'état wonder, ça ne marche pas. En fait là, s'il continue à bouger alors qu'il est dans l'état wonder, c'est parce qu'en fait quand on arrive dans wait, on lui dit pas de se mettre à idle. Donc, il faut aussi que je fasse owner en state machine .setState. Idle. Ok, on continue, on lance le jeu. Alors là, il me dit que je peux pas parce qu'il trouve pas de state machine dans l'état
dans le owner, et c'est parce qu'en fait, comme c'est le premier état qui est généré dans le ready, vous vous souvenez, c'est à cause de l'ordre des ready. En fait, là, le skeleton, il n'est pas encore ready, ce qui fait qu'il n'a pas encore récupéré le state machine. Donc en fait, il faut qu'on lui dise if owner.stateMachine est différent de nul. À ce moment-là, on fait ça. Ok, on relance. Ok, donc là, il revient bien dans idle. Hein. Ok, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va essayer de le faire en sorte qu'il me poursuive et de le remettre dans l'état Wonder ensuite. On se remet dans l'état Wonder et là, il revient chercher une destination aléatoire. Donc voilà, là, ça fonctionne. On a peut-être les distances qui sont un peu petites. On va changer un peu les distances de Wonder. Donc je vais changer pas seulement les distances dans l'éditeur comme je pourrais le faire ici là. Parce que je trouve que c'est des distances par défaut qui sont pas folles. Donc on va prendre 40 et 70 par exemple. Voyons. Ça a l'air un peu mieux là. Et voilà, en fait ça fonctionne. Il nous poursuit. On sort. On se remet sur idle. Ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Ça a l'air de très bien fonctionner. Un truc qu'on pourrait se faire quand même, ça serait faire en sorte que nos state labels ils prennent en compte le fait qu'il y ait des machines à état imbriquées. Parce que ce qu'on veut, c'est que si on est dans l'état Wonder, ils nous disent dans quel sous-état de Wonder on est. Et là, actuellement, il ne le fait pas. Donc ce serait bien qu'on s'améliore un peu state label pour qu'il le fasse. Par contre, vous voyez que la difficulté, c'est que actuellement, il n'y a qu'un sous-état, mais en fait, avec notre structure là, telle qu'on l'a fait, on peut avoir autant de sous-états qu'on veut. En fait, on peut avoir un état qui a lui-même des sous-états, et ce sous-état a des sous-états, etc. On peut avoir une profondeur autant qu'on veut dans notre arbre. Donc on peut avoir plein de sous-états. On peut avoir une profondeur variable aussi, avoir un état qui a un sous-état qui a un sous-état, et un autre état qui n'a pas de sous-état du tout. Et donc du coup, il faut que notre fonction elle soit capable de récupérer la chaîne de tous les états, quelle que soit la profondeur. Donc on veut que notre fonction elle soit capable de récupérer toute la chaîne de l'état à tous ses sous-états, en fait, quelle que soit la profondeur de l'arbre. Et donc pour pouvoir faire ça, on va faire ce qu'on appelle une fonction récursive. Et alors accrochez-vous bien, ça se passe comme ça. Donc on va faire une fonction qui nous récupère le nom de l'état en cours. On va faire getStateName et récursive, on va l'appeler. Cette fonction, elle va prendre un état. Donc on va prendre state et elle va nous renvoyer une string, c'est-à-dire elle va renvoyer une chaîne de caractères. D'accord ? On va commencer par le cas de figure le plus simple. On va faire si cet état is state machine. Donc si cet état est une state machine, là on va faire un truc spécial, vous verrez après. On va faire le cas le plus simple, c'est le cas où ce n'est pas une state machine. Donc dans le cas où ça n'est pas une state machine, on va juste faire state.name. En fait, ce qu'on veut faire, c'est juste récupérer le nom de l'état en cours, d'accord ? Donc on lui donne un état, cet état n'a pas d'enfant, on veut juste récupérer son nom à lui. Voilà, ça c'est très simple. Par contre, il y a un autre cas de figure, c'est le cas de figure où cet état est lui-même une state machine et donc il a lui-même un état en cours. Et dans ce cas-là, ce que je veux faire, c'est retourner le nom de l'état en cours, plus, et là on va mettre une petite flèche, et là on va appeler cette même fonction getStateName récursive en lui passant state.getState. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand je fais ça ? Je rentre dans ma fonction. Donc là par exemple, je veux récupérer le nom de l'état et toute sa chaîne d'enfants. Je vais appeler ça ici. On va récupérer le nom de state. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je lui donne, par exemple, on est dans l'état wait de Wonder State, ok ? Donc là, je lui donne Wonder, parce que l'état qui vient de changer, c'est Wonder. Donc on est arrivé dans Wonder, donc je lui passe Wonder. Ça va me retourner Wonder, c'est le nom de l'état en cours, plus la flèche, plus, on va rappeler cette même fonction, mais pas avec Wonder, mais avec son enfant, l'état en cours. Donc l'état en cours de Wonder, c'est wait. Donc on va réappeler cette fonction avec wait. Donc on va arriver là. Il va nous dire est-ce que wait est une state machine ou pas. Là il va nous dire non parce que wait c'est pas une state machine, c'est juste un état. Et donc du coup il va juste nous renvoyer son nom. Il va juste nous renvoyer wait. Donc en fait résultat des courses on va avoir wonder, flèche, wait. Mais si cet état avait lui-même eu un enfant, ça nous aurait renvoyé wait et encore une flèche et là le nom de son enfant, etc. Et en fait ça aura parcouru tout l'arbre jusqu'à trouver l'état le plus bas dans l'arbre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Une fonction récursive, en fait, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Alors faites un petit peu attention avec les fonctions récursives, parce que si vous faites pas attention,
votre fonction elle peut s'appeler en boucle sans jamais s'arrêter et du coup causer le crash de votre programme, donc causer le crash de votre jeu en fait. Parce que si on fait une boucle infinie en programmation, ça crash. Donc alors testons ça. Hein. Donc vous voyez, il me dit bien Wonders, Flash, Wait, parce qu'on est dans le sous-état Wait de Wonder. Par contre, vous voyez, il ne met pas à jour. C'est-à-dire que là, il est en train d'attendre, mais là, il est plus en train d'attendre. Normalement, il est en train de faire move. Et pourquoi il ne le met pas à jour? C'est parce que, en fait, là, actuellement, lui, il est notifié, non pas quand n'importe quel de ses sous-états change, mais juste quand l'état de Behavior Tree change. Donc ça veut dire qu'il est notifié que quand Behavior Tree passe de Wonder à Chase, ou de Chase à Attack, ou de Attack à Wonder. Mais il n'est pas notifié quand Wonder passe de Wait à GoTo. Donc en fait, il va nous falloir un autre signal dans notre state machine, qui nous permet de savoir quand n'importe lequel des sous-états, quelle que soit la profondeur, a changé. Et donc là, je vais me déclarer un signal. Donc je reviens dans ma state machine. Et ce que je vais faire, c'est me déclarer un signal qui va s'appeler substate changed, qui va être appelé à chaque fois qu'un sous-état a changé. Donc n'importe où dans l'arbre, si mon état ou un des états de mes enfants a changé, ça va appeler ce signal. On va plutôt d'ailleurs l'appeler state changed et recursive. Donc mon besoin en fait, c'est de dire, dans une state machine, lorsque l'un de ces états change, il faut que je dise à mon parent, si elle-même c'est une state machine, que l'un de mes états a changé. Parce qu'en fait, il faut que je fasse une chaîne. Ma state machine dit que l'un de ses états a changé, elle le dit au parent. Et si le parent lui-même a lui-même un parent qui a une state machine, il va le dire à son parent, etc. Donc en fait, l'information va monter dans l'arbre jusqu'au parent commun à tous, jusqu'à l'ancêtre commun en fait. Et lui va émettre le signal state change recursive que je vais pouvoir récupérer dans mon state label pour dire l'un de mes états, quel qu'il soit dans la chaîne, a changé. Donc pour ça, il faut d'abord que je connecte le signal state change. Donc on va faire var égale connect. On va connecter state changed à nous-mêmes. Donc on va faire on state changed. Donc là, on se connecte à nous-mêmes et on dit mon état a changé. Donc quand mon état a changé, ce que je vais faire, c'est on state changed. Donc là, on va voir l'état qui va être passé en argument. Ah. Quand mon état a changé, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre le signal state change recursive. Et on va lui passer l'état en cours, donc on va dire current state. Alors vous verrez après pourquoi on lui passe l'état. Mais pour l'instant, en fait, tout ce qu'on veut savoir, c'est... donc dans ma machine à état, je reçois le fait que j'ai changé d'état. Et donc, je vais émettre le signal qui va notifier mon parent que j'ai changé d'état. Donc c'est ça qu'on va faire, on va notifier le parent. Donc on va rajouter if state machine. Et vous vous souvenez, state machine, c'est ici, dans state, on a state machine égale get parent. Donc ça me permet de récupérer le parent. Donc state machine, en fait, c'est mon parent. On va lui demander si c'est une state machine. On va faire is state machine. Et si c'est une state machine, à ce moment-là, on va lui dire underscore égale connect. Et là, on va lui donner state change recursive. Donc on va connecter mon signal state change recursive à mon parent. Donc là, on va faire state machine. Donc, state machine, c'est le parent. Hein. Et on va faire on state change recursive. On va faire on state change recursive. Ça me dit en fait quand l'un de mes enfants a changé d'état. Quand l'un de mes enfants a changé d'état, là on va créer la fonction qui répond à ça. Il va me donner comme argument son état, mais là encore on va pas l'utiliser. Et donc quand un de mes enfants a changé d'état, eh ben je vais réémettre encore une fois state change recursive. Parce que là quand un de mes enfants a changé d'état, parce que vous voyez en fait, quand un enfant change d'état, il envoie state changed. Le state change est déclenché, et donc dans ce même script, on appelle state change recursive. Et après, ce qui se passe, c'est que ce signal state change recursive, il est connecté à chacun des parents. Ça fait une chaîne pour tous les parents jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de state machine. Donc en fait, le signal va remonter aux parents. Le parent va recevoir ce signal, donc il va arriver dans cette fonction-là. Il va redéclencher le signal, qui va réémettre aux parents, etc., 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 jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de state machine. Donc en fait, le signal, là, il va remonter tout l'arbre. C'est-à-dire que là, Wonder, il change d'état. Donc en changeant d'état, on arrive là, on appelle state change recursive. State change recursive est émis, il est reçu par le parent, donc par behavior tree. Et lui, il va réémettre ce signal state change recursive, etc. Donc ça fait une chaîne jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de l'arbre. Ok, donc maintenant, en fait, on n'a plus qu'à connecter ce signal-là dans state label. Vous voyez, plutôt que de faire getParent.connect state change, on va lui connecter state changed recursive.
Et donc on n'a plus qu'à lui dire onStateMachine stateChanged recursive. Et là on lui dit stateMachine stateChange recursive. Et là par contre il me dit j'ai une erreur, the class stateMachine couldn't be fully loaded, script error or cyclic dependency. Alors ça c'est un problème qu'on a avec GDScript actuellement dans Godot 3. Alors ça sera plus le cas dans Godot 4, ils ont éliminé ce problème là. Mais actuellement dans Godot 3 on a ce problème et donc du coup on est obligé de trouver des workarounds. C'est un petit peu dommage. En fait le problème c'est que vous voyez dans stateMachine, si je reviens dans mon script stateMachine, là j'ai déclaré ma class name stateMachine et là je lui demande est-ce que mon parent est une stateMachine. Ça veut dire que là j'utilise la référence stateMachine dans le script stateMachine. Donc en gros le moteur en interne il va essayer de récupérer la classe stateMachine. Donc là il va récupérer la classe stateMachine, mais comme on est déjà dans la classe stateMachine, il la récupère à l'infini, ça crée une boucle infinie. Ça c'est ce qu'on appelle une dépendance cyclique. Et donc actuellement il peut pas le faire. Donc pour éviter ce problème là il faut qu'on fasse .isClass et qu'on lui passe stateMachine en string. Voilà. Et le .isClass stateMachine, donc ça fait la même chose que isStateMachine, sauf que du coup on lui passe pas la référence, ce qui fait qu'on n'a plus le problème de dépendance cyclique. On lui passe une chaîne de caractères. Par contre, notre fonction isClass ne fonctionne que avec les classes de base de Godot. Ça ne fonctionne que avec les classes de base de Godot, c'est-à-dire que là, si je lui dis isClass stateMachine, ça va pas marcher parce que stateMachine, c'est pas une classe de base de Godot, c'est une classe que j'ai déclarée moi-même. Et donc c'est le problème de la fonction isClass actuellement, elle ne fonctionne pas comme ça. Et donc pour ça, je vais être obligé de déclarer une fonction isClass, en fait de réécrire la fonction isClass, de lui changer son comportement. Donc ça va renvoyer un booléen, ça prend une valeur. Donc en fait, cette fonction, elle sert à demander est-ce que tu es de la classe tel truc. Sauf que moi, je veux que si je lui demande est-ce que tu es de la classe stateMachine, ça me réponde oui, en fait, ça me répond true. Et donc pour faire ça, on va faire return value égale stateMachine. Une chaîne de caractères. Donc si la valeur que je lui passe en entrée, c'est stateMachine, c'est bon. Ou .isClass, là encore on fait du récursif, hein. On lui passe value, c'est-à-dire que si la valeur que je passe c'est pas stateMachine, mais que par contre c'est la valeur de l'un de ses ancêtres, par exemple state, puisque c'est son ancêtre, state, ou node, ou n'importe lequel de ses ancêtres, je veux aussi que ça me renvoie vrai. Donc en gros ça va vérifier toute la chaîne de ses ancêtres, et si la valeur que je vais passer c'est le nom de l'un de ses ancêtres, alors à ce moment-là ça va marcher. Le nom de classe de l'un de ses ancêtres. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse la même chose dans state. Il faut que je fasse la même chose, mais que je mette pas stateMachine, mais que je mette state, bien évidemment. Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc on lance le jeu. Et vous voyez, ça se met bien à jour. Si je rentre dans le chase, il se met à jour. Paf. S'il m'attaque aussi, hop, il me pourchasse. Wonder, il est dans wait, il est dans goto. Donc voilà, ça se met bien à jour. Donc là, le signal est bien appelé récursivement. Ça veut dire qu'il est appelé à chaque fois que n'importe lequel de ces sous-états, quelle que soit la profondeur de l'arbre, change. Donc voilà, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, vu comme ça, l'histoire des fonctions récursives et tout. On en verra sûrement de temps en temps, parce que c'est quand même vachement utile, notamment avec la génération procédurale. Il y a moyen qu'on fasse un petit peu de récursif. Mais en gros, de manière générale, les fonctions récursives servent à parcourir un arbre dont vous ne connaissez pas la profondeur. Donc ici, par exemple, notre behavior tree, il peut avoir n'importe quelle profondeur, parce que je peux vouloir faire un autre behavior tree qui a une autre profondeur. Et donc ma fonction récursive doit fonctionner quelle que soit la profondeur de cet arbre. Et ici la fonction elle sert à juste, enfin là c'est pas vraiment une fonction, c'est plus un appel de signal. En gros j'appelle juste le signal récursivement jusqu'à ce que ça touche le parent commun pour qu'il dise ah il y a un de mes sous-états qui a changé. N'importe lequel. Et ici la fonction récursive de setLabel c'est l'inverse en fait. On lui passe un état et il va chercher le nom de cet état plus le nom de l'état de cet état. Jusqu'à ce qu'il trouve plus d'état enfant quoi. Donc là, il parcourt l'arbre dans l'autre sens. On lui passe Wonder, il va chercher l'état en cours de Wonder. L'état en cours de Wonder, c'est Wait. Et si Wait, il a des sous-états, il va chercher le sous-état de Wait, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. Donc en fait, voilà, une fonction récursive, ça sert à parcourir un arbre, quelle que soit sa taille. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. On a quand même vu des trucs assez techniques, mais vachement utiles. Alors du coup, si je récapépète un peu, du coup on a fait, en termes de comportement dans notre jeu, on n'a pas fait grand chose, on a juste fait l'état Wonder, qui nous permet donc de se balader à droite à gauche, et d'attendre tant de secondes, mais par contre au niveau de la structure du code, on a vu des trucs méga importants. Déjà on a vu qu'on peut faire des machines à état imbriquées, donc une machine à état qui a tout un tas d'états,
Et parmi ces états, il peut y avoir une autre machine à état qui est elle-même des états, etc., etc. Et ce, avec la profondeur qu'on veut. Donc ça veut dire qu'on peut complexifier notre behavior tree autant qu'on veut. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle un behavior tree et pas non plus, et pas juste une state machine. C'est parce que c'est un arbre en fait, c'est un arbre de nœuds, un arbre d'état qui chacun définit un comportement. Et du coup, vu qu'on parcourt des arbres, forcément, on se retrouve à faire les fonctions récursives qui vont de pair avec les arbres, parce que les fonctions récursives servent à parcourir des arbres en fait. Mais c'est méga utile parce que vous voyez, quelle que soit la longueur de votre state machine, de votre behavior tree, et bah vous allez pouvoir afficher quel est l'état en cours et chacun de ses sous-états. Et ça, c'est méga utile pour pouvoir débugger, évidemment. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez des zones de flou, etc., c'est possible parce que c'est des sujets assez... peuvent être assez compliqués. N'hésitez pas à vous remettre la vidéo si vous en avez besoin, mais n'hésitez pas non plus à poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions sur le Discord si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Mais on y fait aussi d'autres choses que du game dev, hein. Il s'y passe du pixel art. En fait, c'est un Discord que je partage avec d'autres créateurs qui sont Quaddouce, Made with Rove et Subarat et qui font différentes choses, donc du pixel art, du game dev, Quaddouce qui fait de la broderie, etc., etc. Donc il y a plein de choses intéressantes. Vous pouvez venir partager vos créations, etc. C'est cool, c'est communautaire, c'est chouette. Voilà, je rappelle que vous pouvez trouver les assets pour cette série de tutos dans la description. Vous aurez un lien vers l'asset pack vers itch.io. Vous suivez le lien itch.io et ça va vous amener vers un lien vers l'asset pack, vous pouvez le télécharger. Alors c'est gratuit, vous pouvez juste faire un don si vous en avez envie, mais c'est gratuit. Et de la même façon, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire sur le Ko-fi. Et si vous faites un don mensuel, ça vous donnera accès un petit peu en avance à la vidéo d'après. Ou même si vous avez envie de me soutenir, c'est cool. Sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, un petit pouce bleu, un commentaire, tout ça, un partage si vous avez envie de soutenir la chaîne. Ça fait plaisir et ça aide concrètement la chaîne à être mieux référencée. La prochaine fois, du coup, on va aborder le pathfinding, c'est-à-dire comment trouver un chemin d'un point A à un point B qui évite les obstacles, qui soit un chemin le plus court possible. Et on va aussi éviter de trouver, vous savez, quand on va chercher un point aléatoire là pour le Wonder State, on va essayer de trouver un point qui ne soit pas un point où on ne peut pas aller, évidemment. Donc voilà, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des poutous, salut.